Bonjour, soyez les bienvenus, nous sommes sur ITW nous sommes aujourd'hui dans les locaux du député de la Loire de la 2e circonscription. Bienvenue, donc on est... Monsieur le député, merci de nous accueillir chez vous. Merci d'être venu dans cette permanence qui est finalement la permanence de tous les Stéphanois, donc vous y êtes les bienvenus. Alors avant de commencer, on est début janvier, je voulais souhaiter déjà mes meilleurs vœux aux députés. Merci, le député les prend comme tels et le citoyen vous en remercie. J'adresse également par votre intermédiaire tous mes vœux personnels et à nos auditeurs et aux personnes qui nous regardent en ce moment, leur dire, témoigner de mon amitié, de ma solidarité dans la période qu'on traverse, qui est une période évidemment compliquée, ça je n'ai pas besoin de le préciser. J'espère que grâce à l'arrivée du vaccin, nous allons pouvoir avoir une fenêtre d'espérance qui s'ouvre et puis retrouver d'ici quelques mois une vie plus normale. Donc c'est ce que je nous souhaite collectivement et à titre personnel, à titre individuel, évidemment, je souhaite que chacun puisse conserver sa santé, faire en sorte de la conserver en étant prudent, parce que ce que nous apprend cette crise, c'est que justement, nous ne sommes jamais assez prudents. On voit bien que même ceux qui, au plus haut niveau de l'État, sont quand même bien placés pour être protégés, l'attrape aussi. Je sais que vous l'avez eu également à titre personnel et donc je souhaite vraiment à chacune et à chacun de nos auditeurs et de nos téléspectateurs de conserver leur santé. C'est ce qui nous permettra d'avancer dans cette crise. Donc moi aussi j'en profite pour souhaiter mes vœux à tout le monde, à tous ceux qui nous suivent. Et je voulais aussi remercier à l'occasion Pat Françon qui m'a aidé à rédiger les questions. Salut Pat Françon. Qui contribue pas mal au site gillescharles.fr. Donc, pour commencer, moi j'avais une question toute bête. Est-ce que vous allez vous représenter l'année prochaine, puisque votre mandat se termine en mai 2022? Alors juin, on va même gagner un mois. Est-ce que vous allez vous représenter? Et si oui, est-ce qu'on est déjà dans l'optique, on y réfléchit, comment ça va se passer? Est-ce qu'il y a déjà d'autres gens qui viennent taper à la porte? Comment ça se passe là aussi? Alors moi j'ai une réponse toute bête, j'en sais rien, parce que en politique, si vous voulez, je pense que c'est toujours présomptueux. Il ne faut jamais insulter les électeurs et je pense que ce que me demandent les gens qui m'ont fait confiance en 2017, c'est que je continue à travailler à leur service et que la réflexion sur mon avenir personnel se fasse au bon moment. Et je pense que naturellement, je suis comme tout le monde et comme tous les élus, dire qu'on n'y pense jamais, je pense que ce serait mentir. Et donc j'y pense, bien évidemment. Je pense que la question se posera, à mon avis, début de l'année prochaine. Donc on a une année utile, une année pour être au service des Stéphanois. Moi, c'est la seule préoccupation que j'ai, vraiment, c'est celle-là, qu'on arrive à sortir de cette crise, qu'on maintienne notre ville dans un état de dynamisme économique, parce que le problème également de cette crise sanitaire, c'est qu'elle se double d'une crise économique. Donc ma seule préoccupation pour l'année 2021, c'est d'abord celle-là. Les élections, on verra plus tard. Et puis je pars du principe, en fait, quand on est élu, j'ai toujours appliqué ce principe, quels que soient les mandats que j'ai pu avoir. On est candidat tout le temps finalement, c'est-à-dire qu'on est sur le terrain tout le temps. Tous les jours, on doit remettre en cause notre mandat et je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Il n'y a pas un début et une fin, c'est une forme de continuité. Je l'ai toujours pensé et vécu de cette manière. Justement, j'aime bien quand on fait un peu de pédagogie. Quel est le rôle exact du député dans cette République? C'est quoi déjà votre semaine type? Et puis quel est exactement le rôle? Je sais à peu près ce que c'est, mais pour nos spectateurs et nos téléspectateurs. Ma semaine type, j'essaie de la publier jusqu'à avant la crise Covid, il y a encore quelques mois, parce que je pense que c'est important que nos concitoyens, effectivement, se rendent compte de l'action d'un parlementaire, de l'action d'un élu d'une manière générale. Et là, je ne parle pas de sensibilité politique, de gauche, de droite. Je pense simplement de rendre compte du quotidien d'un élu dans son activité, à la fois à Saint-Étienne, puisque je suis élu de Saint-Étienne, et puis évidemment à Paris, puisqu'on a cette particularité, les parlementaires, de passer la moitié de notre temps, en gros, dans notre circonscription. Donc pour ce qui me concerne, essentiellement la ville de Saint-Étienne, et puis à Paris, parce que c'est là qu'on vote la loi. C'est là que le débat politique se cristallise dans l'hémicycle. Et donc, moi, en gros, ma semaine, elle est assez simple, une semaine standard. Évidemment, il y a toujours des actualités qui font que ça change un peu, mais globalement, le lundi, je suis à Saint-Étienne et je reçois les personnes qui souhaitent me rencontrer. Je vais sur le terrain
comme je l'étais ce matin d'ailleurs à la Ricamari pour rencontrer des entreprises et discuter avec elles de leurs problèmes. Je monte en général à Paris le lundi soir. J'y passe le mardi, mercredi et jeudi matin, où j'enchaîne les commissions, les réunions, les échanges que j'ai également à Paris avec des acteurs nationaux, qui peuvent être des entreprises qui ont des filiales d'ailleurs à Saint-Étienne ou dans la Loire, mais qui ont leur siège à Paris, ou les interlocuteurs nationaux qui sont ceux avec lesquels je travaille dans les thèmes que je suis à l'Assemblée. Et je redescends en général le jeudi après-midi, et le vendredi, je le consacre également à des rendez-vous. Et puis, la semaine traditionnelle s'achève, mais la semaine parlementaire n'est pas finie, puisqu'ensuite on a le samedi et le dimanche, où traditionnellement, au moins le samedi, c'est consacré aux activités associatives, aux différentes animations, et de ce point de vue-là, la ville de Saint-Étienne n'en manque pas, donc il y a énormément d'activités. Je le consacre aussi en partie aux militants d'En Marche, parce que ça me paraît être un devoir de rencontrer ceux qui, au quotidien, ont soutenu cette démarche et se sont inscrits dans cette formation politique. Donc c'est normal que je le rende compte également, que je recueille leur avis. Et donc de temps en temps, comme je vais le faire pour le coup vendredi soir en visio, puisque vous avez tous remarqué que depuis quelques mois, malheureusement, non seulement on s'y est à distance, on met un masque, et puis bien évidemment, moi j'adorais être au contact et voir les gens pour de vrai. Bon, malheureusement, on est obligé de le faire en visio. Bon, c'est ainsi. C'est mieux que rien, mais bon, j'attends avec impatience aussi qu'on puisse reprendre de ce point de vue-là aussi une action plus normale. Donc en gros, pour être simple, ma vie politique se déploie du lundi au samedi. J'essaie de ménager en général le dimanche pour garder un peu de vie de famille et puis et avoir un minimum de vie privée, si tant est que ce soit possible. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Est-ce qu'il reste un peu de place pour la vie privée ? Il reste le dimanche. Quand il n'y a pas un événement le dimanche. Mais enfin bon, j'ai la chance d'avoir une épouse qui non seulement m'a soutenu dans cette démarche-là, c'est-à-dire qu'elle a compris quelle était l'envie que j'avais de me présenter à cette élection. C'est très important, je pense, dans un couple, d'avoir un conjoint qui, même s'il n'est pas présent, même s'il n'est pas actif dans la vie politique, qui comprennent que cette envie-là et qui donne cette liberté-là aussi, parce que ça veut dire qu'à la maison, concrètement, il y a un certain nombre d'actions, c'est assez banal de le dire comme ça, mais je pense que ça fait aussi partie de la vie courante, qu'elle assume et que je n'assume pas. Et donc ça veut dire qu'on a vraiment besoin d'avoir une vie personnelle de ce point de vue-là assez stable. Et c'est aussi une condition de difficulté parfois, parce que parfois, quand on n'a pas le vécu que j'ai eu, c'est-à-dire qu'on est élu pour la première fois, on sous-estime l'engagement que ça peut avoir, quelle que soit la sensibilité politique de ce point de vue-là. Dès lors qu'on est élu, c'est un devoir qu'on prend vis-à-vis des électeurs et des concitoyens, c'est d'être présent, et donc ça suppose aussi de prendre sur son temps personnel. C'est comme ça, ça fait partie des contingences de la vie politique. Et puis ça fait du bien de se sentir soutenu aussi. Oui, bien sûr, on a besoin comme tout le monde. Je pense qu'on est, même si parfois on nous accuse d'être des robots ou des Playmobil, non, on est quand même des êtres humains et on a aussi besoin de sentir qu'on est soutenu, évidemment. On a parlé du rôle du député. Moi, je voulais revenir aussi un peu sur votre cheminement politique. Moi, je vous ai connu plutôt Parti Socialiste. Aujourd'hui, vous êtes Macron. Alors, on ne sait pas trop. Oui. Aujourd'hui, si Macron, c'est à droite, c'est à gauche, c'est au centre, c'est peut-être suivant un peu les questions. Comment on passe, comment vous avez vécu tous ces étapes et ces changements pour être aujourd'hui un des fervents soutiens du président de la République ? Moi, je me suis engagé avec Emmanuel Macron dès 2016 parce que je pensais que ça correspondait à ce moment-là à ce que les Français avaient envie d'avoir, c'est-à-dire une formation politique qui soit moins dogmatique, qui soit moins dans majorité et opposition comme on peut le voir, qui soit capable de rassembler des talents et des compétences qui viennent à la fois de la gauche, de la droite, et parfois même de beaucoup de collègues qui n'avaient pas forcément de vision politique avant, qui avaient simplement envie de servir, qui avaient eu des parcours professionnels et qui avaient envie de pouvoir être utiles au pays. Et c'est vraiment ce creuset-là qui m'a séduit dans la manière dont il a d'abord en tant que ministre, mais ensuite en tant que candidat évidemment porté son action. Je pense que c'était une manière nouvelle un peu de faire de la politique. Je me suis pas senti désorienté, j'ai pas eu le sentiment de trahir le Parti Socialiste quand j'en suis parti, parce que j'ai démissionné par correction. Ça me paraissait normal de ne pas rester, de ne pas être un peu à cheval et dans la facilité de voir de quel côté allait tomber la pièce.
j'ai pas été désarçonné de ce point de vue-là, parce que moi je viens de la partie de la gauche social-démocrate, réformiste. J'ai adhéré au Parti socialiste dans la foulée de Géraldine Depergue, donc de Michel Rocard, et dans cet état d'esprit finalement qui était déjà quelque part un peu macroniste avant l'heure. Ensuite, j'ai fait la campagne brièvement de Dominique Strauss-Kahn, parce qu'il a lui fait d'autres choix qui ont fait que malheureusement il a dû obligé évidemment d'arrêter dans les conditions qu'on connaît, mais on était finalement dans la même veine politique, une veine qui en Europe aujourd'hui était représentée par Schröder, était représentée par Tony Blair en Angleterre, qui n'était pas en France représentée vraiment de ce point de vue-là. Parce que le cordon ombilical n'était pas coupé avec une partie de la gauche plus traditionnelle, plus classique, plus conservatrice, que je ne juge pas, chacun fait la démarche qu'il veut, mais en tout cas, elle ne représentait pas la manière dont j'avais envie de concilier à la fois l'économie et le social. Et je trouve que dans les lois qu'on a votées, que ce soit sur la PMA, j'ai pas honte de dire qu'on est progressiste, qu'on a peut-être été encore plus loin que les lois qu'avait votées le PS dans ce domaine-là. Dans le domaine économique, on est plus en réalité avec les entreprises. Je pense qu'on a encore, dans le message qu'on avait initialement, je me reconnais dans cette démarche de vouloir concilier économie et social et effectivement faire en sorte de faire en même temps, même si ça nous est un peu reproché, je pense que c'est possible. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a plusieurs gauches et qu'au final, quand on fait l'analyse, il y a peut-être plus d'atomes crochus des gens de gauche avec des gens de droite que des gens de gauche avec l'extrême gauche? Oui, il y a plusieurs nuances de gauche, c'est évident, pour reprendre une formule. Je pense que oui, parce que cette volonté progressiste et réformiste, on n'en a pas le monopole, ni à gauche ni à droite, et il y a effectivement peut-être une volonté qui a trait aussi à une forme d'acceptation du risque. Et dans la période où on le voit aujourd'hui, qui est compliquée, où il n'y a pas de certitude, où évidemment la crise Covid nous oblige à nous réinventer tous les jours, je pense que cette acceptation du risque, c'est-à-dire qu'on a le droit de trébucher, on a le droit de reprendre, on a le droit de se relever, on a le droit de recommencer. Finalement, elle est partagée par cette vision un peu progressiste de la gauche et centriste, progressiste également à droite, modérée, parce que moi, j'ai pas d'idée infuse sur tous les sujets. Je considère que j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin d'écouter, j'ai pas d'avis sur tous les sujets. Et je tiens à ne pas avoir un avis sur tous les sujets, parce que le dogmatisme, justement, dans la période qu'on traverse, me semble une forme d'immobilisme. Justement, vous dites que vous n'avez pas un avis sur tous les sujets. Est-ce que vous avez des gens qui vous conseillent? Est-ce que vous allez chercher des renseignements? Est-ce que vous contactez des gens plus informés? Comment ça se passe aussi dans le quotidien? Mais c'est tous les jours. Moi, c'est pour ça que je reçois le maximum de monde possible, que ce soit à Saint-Étienne ou à Paris. J'en rencontre d'ailleurs, parce que je suis le seul élu de la Loire, je le tiens à le dire, mais ça vaut ce que ça vaut. J'en tire pas gloriole, mais je le constate, à publier sur mon site internet depuis que je suis élu tous les représentants d'intérêt, tous les lobbies que j'ai pu rencontrer depuis mon élection, parce que je pense que c'est important de rencontrer tous les points de vue, même ceux avec lesquels on n'est pas forcément d'accord. C'est bien aussi. Alors, entendons-nous bien, hein, je ne parle pas des extrêmes, parce que je n'ai pas à être convaincu par Mme Le Pen, je ne pense pas avoir à être convaincu non plus par l'extrême gauche. Je fais la différence entre l'extrême gauche et la gauche extrême. Pour répondre à votre question, je ne mets pas la France insoumise, Mélenchon, dans la même case que Benoît Hamon. Je ne mets pas Benoît Hamon dans la même case que de l'extrême gauche marxiste, traditionnelle, cette lutte ouvrière. Oui, parce que si j'ai bien bonne mémoire, M. Hamon vient du même mouvement, chez M. Rocard. On a simplement pas eu les mêmes progressions de carrière, si je puis dire. Lui, il a fait un choix qui n'est pas le mien, de s'allier justement avec la gauche extrême, avec Jean-Luc Mélenchon, d'apporter son soutien à Mélenchon au deuxième tour, comme l'a fait d'ailleurs mon collègue député de la première circonscription. Bien lui en a valu, puisque Mélenchon lui a apporté son soutien aux législatives aussi. Donc c'est des choix différents que je n'ai pas à juger. Simplement, je constate qu'on n'a pas eu les mêmes évolutions. Et il me semble que je ne suis pas celui qui, justement, à gauche, est le plus illégitime à me sentir l'héritier de Michel Rocard, de ce point de vue-là. Alors, on va revenir dans l'actualité. L'actualité, c'est les vaccins. Alors, la question est toute simple. Est-ce que vous allez vous faire vacciner et est-ce que vous allez le faire savoir? Alors, oui, c'est pas un don, donc comme c'est pas anonyme, je le ferai savoir. Je ne ferai pas de n'importe
de quelle manière? Parce que moi, je pense que les politiques doivent faire de la politique et les médecins doivent faire de la médecine. Et moi, je ferai, ça peut paraître un peu banal de le dire comme ça, mais je le ferai en fonction des avis médicaux. J'ai pas de doctrine là-dessus. J'ai simplement, en fonction de ce qui est dit par les médecins et par les autorités de santé, à faire ce qu'ils nous conseillent. Et de ce point de vue-là, je suis dans la tranche d'âge, effectivement, avec quelques facteurs de risque, on va dire, qui fait que, effectivement, si dès lors que ce sera possible, je le ferai. Parce que je pense que les élus de ce point de vue-là doivent aussi donner l'exemple. Mais entre donner l'exemple et faire la leçon, je fais la nuance. Je ne dirais pas aux gens d'aller se faire vacciner, c'est pas mon job. Un libre choix. Je laisse aux Stéphanois et aux Français la liberté de le faire. Je pense être capable de leur donner des arguments, leur disant voilà le choix que je ferai, et le choix que je compte faire, parce qu'entre deux risques, le risque d'attraper le Covid, de se retrouver en réanimation, et pour y avoir passé pas mal de temps à rendre visite justement aux soignants dans les établissements de Saint-Étienne, que ce soit à l'hôpital, à la clinique mutualiste, au HPL ou dans les établissements de soins de suite. Très honnêtement, j'ai pas du tout envie de me retrouver dans un lit intubé pendant 3 semaines. Donc, si vous voulez, de ce point de vue-là, ça se passe plus tout à fait comme ça. Voilà. Je crois. De ce point de vue-là, je préfère prendre le petit risque du vaccin parce que entre les deux, il y a vraiment pas photo. Et donc, dès lors que ce sera ouvert à cette tranche d'âge-là, je le ferai. Si ça peut être utile de le faire publiquement, je le ferai publiquement. Mais je pense que vous voyez, pour revenir un peu en arrière sur la manière dont j'ai vécu le mandat, je me suis beaucoup interrogé sur le mouvement des Gilets jaunes, sur les manifestations qui ont eu lieu à ce moment-là, qui n'étaient pas des manifestations organisées par des professionnels de la manifestation, qui étaient des manifestations spontanées d'une partie des Français qui en avaient marre qu'on leur raconte de quelle manière ils devaient penser. Et donc, je ne suis pas là pour leur dire comment ils doivent penser, mais je pense simplement essayer d'être en capacité de leur expliquer pourquoi je ferai ces choix et j'espère les convaincre de faire le même que moi, mais je pense que chacun est libre, on est en démocratie, chacun est libre des choix qu'il doit faire pour lui-même et évidemment la responsabilité qu'il doit aussi avoir pour les autres, parce que quand on se fait vacciner, c'est pas que pour soi, c'est aussi pour les autres. Je pense beaucoup aux soignants parce que quelqu'un de vacciné, c'est quelqu'un qui aura beaucoup moins de chances d'être hospitalisé. Donc ça veut dire beaucoup moins de charges de travail pour les soignants et accessoirement de la place aussi pour malheureusement ceux qui ont dans notre société d'autres types de maladies qui ont aussi besoin d'être hospitalisés et pour qui, pour l'instant, malheureusement, un certain nombre de chambres étaient réservées au cas Covid. Donc je pense que c'est aussi une responsabilité collective et une forme d'altruisme que de respecter la vaccination et évidemment au quotidien, parce que c'est au quotidien de respecter les gestes barrières. C'est pour ça que symboliquement, même si on n'était pas obligé, parce qu'on est à grande distance, je souhaite qu'on conserve ce masque, parce que je pense que c'est dans la période un geste responsable. J'en profite, on a beaucoup parlé des soignants pour les remercier, parce qu'ils font vraiment un boulot formidable et vraiment, il y en a qui ont eu la Légion d'honneur il y a ces jours-ci, là, j'avoue que... Oui, c'est une reconnaissance symbolique. Très, très reconnaissant à ces gens-là. Je pense que c'était bien que, même si ça ne fait pas tout, et qu'une distinction, ça ne remplacera pas l'amélioration de leur statut, auquel on contribue et auquel il faudra encore contribuer, parce que, évidemment, de ce point de vue-là, tout n'est pas réglé. Et le fait de les remercier ne suffit pas. Et moi, je suis allé les voir aussi pour voir quels étaient les besoins et continuer à pouvoir être utile pour améliorer leurs conditions de travail, leur rémunération, et puis... d'un point de vue psychologique, leur témoigner de notre reconnaissance, parce que entre la première vague et la deuxième vague, il y a eu quand même beaucoup d'évolutions. Il y a bien longtemps que les gens n'applaudissent plus leurs soignants à 20h. Et parfois même, il y a beaucoup d'agressivité aujourd'hui dans les établissements de santé, parce que les gens, d'une certaine manière, ont une lassitude, et que cette lassitude, elle se ressent aussi à l'hôpital. Et donc cette agressivité, finalement, c'est eux qui la réceptionnent, et ça fait une charge supplémentaire d'un point de vue psychologique. Et de ce point de vue-là, je voulais vraiment aussi témoigner de notre solidarité et de notre reconnaissance. Pour revenir au vaccin, est-ce que le gouvernement il a raté le démarrage de cette vaccination? Parce qu'on a l'impression que tout le monde se vaccine et la France, avec les 400 vaccinés, ça fait un peu misérable. Alors la France a la même quantité de vaccins que les autres pays européens
en proportion de notre nombre d'habitants, puisque la commande globale, c'est quelque chose qu'on a quand même réussi à faire collectivement. Et c'est à mon avis, quelque chose de positif qu'on doit noter au niveau européen. C'est qu'on a été quand même capable de s'entendre pour peser par rapport au labo. Parce que l'air de rien, on n'était pas les seuls à avoir envie de ces vaccins. Et donc, il fallait quand même, à un moment ou à un autre, faire montrer qu'on était solidaire au niveau européen. Donc, de ce point de vue-là, ça a été gagné. Donc, moi, je n'ai pas d'inquiétude particulière sur la capacité à avoir les commandes qu'on a eues. Évidemment, il faut quand même que les gens aient conscience que on n'est pas en train de fabriquer là des produits de grande consommation, on est en train de fabriquer des vaccins qui sont de haute technologie et que finalement avec 9 mois de travaux en recherche et développement, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel qu'on a réussi à faire. Mais on ne crée pas un vaccin sur commande et c'est pas parce qu'on dit on va l'avoir en janvier qu'on l'a vraiment en janvier. La France a passé commande auprès de 6 laboratoires au niveau mondial. Certains laboratoires comme Pfizer ont été capables de délivrer un vaccin maintenant, d'autres le feront au mois de mars, d'autres le feront au mois de juin. Ça fait partie, quand je pense tout à l'heure à parler de la gestion du risque, ça fait partie de ça aussi. C'est qu'à un moment, on n'est pas dans quelque chose d'abstrait, on est dans quelque chose d'extrêmement concret et on n'a pas la réponse forcément dans le délai qu'on souhaite. Et donc je pense qu'il faut aussi en avoir conscience. Là où j'ai poussé un coup de gueule aussi, donc je l'assume, j'ai pensé qu'effectivement entre la prudence et puis à un moment avoir le pied sur le frein, il fallait quand même enlever le pied du frein. Et je pense que le président de la République ne m'a pas écouté parce qu'il n'a pas besoin de moi, mais a dit finalement la même chose en disant qu'il fallait arrêter, qu'il fallait changer de braquet, comme je dis à Saint-Étienne, et qu'il fallait vraiment accélérer. Parce que passer de 200 à 100 000, ça ne me paraît pas délirant. Passer à 1 million comme en Angleterre, on voit qu'il y a un autre problème, c'est qu'en Angleterre, il faut quand même savoir que les vaccins qui ont été administrés aux gens ont eu l'autorisation de mise sur le marché quasiment en même temps qu'ils étaient déployés sur le territoire. Très court, hein. Franchement, aujourd'hui, on va nous dire, et certains nous disent, d'ailleurs ceux qui étaient en vacances, hein, qui il y a une semaine n'avaient rien à dire parce qu'ils étaient en congé, aujourd'hui, ils se répandent dans les médias pour dire qu'on va pas assez vite. C'est les mêmes qui, il y a 2 mois, nous disaient, attendez, les vaccins, on n'est pas sûr, attention, on va pas vacciner n'importe comment. Je pense qu'en politique, il faut avoir une conduite à peu près cohérente. Et aujourd'hui, grâce à vous, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux médias indépendants et aux médias d'une manière générale, on est informé. Et donc, ce qui a été dit il y a 2 mois, il faut faire attention parce qu'on peut retrouver un peu trace de cela. Et je pense que la démagogie en matière de santé, c'est vraiment la dernière chose à faire. On a besoin de gagner la confiance de nos concitoyens. Et c'est certainement pas avec de la démagogie et avec les yaka faucons qu'on va y arriver. Alors, un autre sujet, on a beaucoup entendu parler de la loi sur la sécurité globale. Est-ce que vous pouvez déjà nous l'expliquer? Parce que moi, j'avoue que je n'ai pas tout compris. Et avez-vous compris pourquoi certains Stéphanois vous ont pris pour cible? Parce que j'ai vu des banderoles anti-Miss avec votre caricature. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il a fait? Ils m'ont fait beaucoup de publicité, merci à eux. Je les en remercie indirectement parce que finalement, en voulant me critiquer, en voulant me juger pour ça, voire même me pendre, comme certains me l'ont écrit, ils m'ont fait pas mal de publicité. Donc finalement, au moins en politique, vous savez, comme on dit, critiquer ou saluer, l'important c'est qu'on parle de vous. Donc je suis pas mégalo, mais vraiment, je prends ça à titre de plaisanterie évidemment, mais je pense que c'est pas une bonne manière de faire. Ma porte a toujours été ouverte et même pendant la manifestation des Gilets jaunes, même d'ailleurs avec une partie de jeunes assez revendicatifs, je les ai reçus, on a toujours discuté. Parce qu'on a le droit en politique de ne pas avoir le même avis, mais si on est respectueux de la démocratie, on doit être respectueux de la diversité des opinions. Et quand une opinion est majoritaire dans le pays, effectivement, il faut aussi accepter par moment. Et dans ma vie politique, j'ai souvent été minoritaire. J'ai même adhéré au PS au creux de la vague. Donc pour le coup, j'ai pas fait un choix à l'époque. On ne peut pas me qualifier d'avoir été opportuniste d'adhérer en 93. Donc ça veut dire qu'en politique, il faut aussi avoir un peu de responsabilité et accepter les opinions contradictoires. Et effectivement, comme je suis sur des sujets numériques qui touchent à la reconnaissance faciale, aux enjeux de biométrie, on m'a mis un peu cette étiquette d'être un peu sur les sujets numériques, un peu pro-police, un peu pro-force de l'ordre.
et un peu enfin en tout cas c'est comme ça que c'est perçu par eux, anti-liberté publique et anti-liberté individuelle. Bon, je pense être un peu au milieu du guet. Je n'ai pas de doctrine justement de ce point de vue-là. Je suis ni l'un ni l'autre. J'essaie simplement de travailler sur ces sujets-là en regardant ce qui est utile. Et ce qui me paraissait inacceptable aujourd'hui, c'est que dans les manifestations pacifiques qu'on essaie d'organiser, de maintenir en place, qui sont autorisées, il y a malheureusement des éléments radicaux aujourd'hui qui viennent dans les manifs, non pas pour défendre des intérêts, mais malheureusement pour casser du flic, pour casser des magasins, pour faire profiter de la foule, pour faire des actes de pillage, pour commettre des actes de dégradation des biens publics, des biens privés. Et je pense que ça, c'est inacceptable. Et cette loi, elle a eu pour volonté, justement, de témoigner de notre solidarité vis-à-vis, pas seulement des forces de l'ordre, hein, pas seulement de la police, pas seulement de la gendarmerie, mais d'une manière générale d'aujourd'hui tous les fonctionnaires, et tous les travailleurs de ce pays qui, d'une manière ou d'une autre, remplissent des missions de service public, qu'ils soient enseignants, qu'ils soient pompiers, qu'ils soient infirmiers. C'est absolument inadmissible qu'aujourd'hui, quand on est pompier, on se fasse tirer dessus, comme c'était encore le cas récemment dans le Vaucluse, qu'on prenne des pierres dans la figure quand on va à une intervention, voire même que des individus appellent les pompiers parce qu'ils s'ennuient le samedi ou le dimanche, simplement pour avoir le plaisir de les caillasser quand ils arrivent. Et je pense qu'on avait besoin de ce texte justement pour renforcer la sécurité de celles et ceux qui ont fait le choix, et c'est un métier difficile, de servir l'ordre, de servir finalement la tranquillité publique. Et ce texte-là, je pense qu'il était, c'est un peu notre faute, hein, un peu dévoyé. On s'est focalisé sur simplement un des aspects de ce texte. Le texte général ne visait pas simplement à cette reconnaissance de la sécurité des forces de l'ordre. Il était aussi plus ambitieux, quelque part. Il avait une vocation à faire travailler de meilleure manière, de manière plus coordonnée, les services de police nationale, les services de gendarmerie, les services de police municipale, et puis aujourd'hui les forces de sécurité privées qui, dans beaucoup d'événements, de grands événements notamment, je pense aux Jeux Olympiques, à la Coupe du Monde, à la Coupe d'Europe de football comme on a eu à Saint-Étienne, on a énormément de personnes qui travaillent dans la sécurité privée et qui sont amenées aussi à apporter leur concours à la sécurité des biens et des personnes. Et donc ce texte était là pour fluidifier, pour améliorer les relations entre ces différents services. Et je pense que malheureusement, toute cette partie du texte qui n'a absolument pas été contestée finalement, a été un peu masquée par ce fameux article 24, puisqu'il restera finalement dans l'histoire que ce numéro-là, qui aura un peu masqué la réalité de ce texte. Et c'est peut-être notre faute, on a peut-être été un peu prétentieux dans la manière de le présenter. C'était un texte de protection et peut-être ne fallait-il pas le manier autant comme un étendard. Vous avez justement parlé du numérique, hein. J'ai vu que vous étiez beaucoup impliqué dans ces fameuses applications numériques. Est-ce que le numérique, c'est la solution de l'avenir ou alors c'est ce qui va révolutionner le futur? Comment ça se passe? Puisqu'on en parle aussi beaucoup du numérique, puisqu'on parle beaucoup de click and connect, enfin, oui. Tous des mots anglais d'ailleurs qu'on ne comprend pas forcément pour les citoyens de base, mais tout ce changement, ça va nous aider à l'avenir ou alors c'est un changement radical? Comment vous vivez ça, puisque vous aussi on vous a catalogué, puisque vous êtes trop dans le numérique, donc comment on fait la part des choses? Moi je pense que le numérique, vous voyez, pour reprendre une formule, c'est un bon serviteur, c'est un mauvais maître. C'est comme un outil, c'est comme n'importe quel outil. Il y a la manière de l'utiliser. Je pense que la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on est baigné dans le numérique, même si on ne le souhaite pas, parce que énormément d'aspects de notre vie quotidienne, finalement, sont numérisés. Évidemment, des éléments importants, comme l'impôt sur le revenu, aujourd'hui, il faut le faire en ligne. Tous les jours, on nous demande de nous inscrire en ligne pour remplir telle ou telle formalité administrative. On nous demande de remplir sur notre téléphone des applications pour pouvoir avoir accès à des services. Et finalement, ce qui pose problème aux gens, c'est que ce choix, qui paraît parfois volontaire, devient d'une certaine manière assez imposé. Parce que pour avoir accès à un service, on a souvent besoin de passer par là. On est obligé d'avoir un numéro de portable, on l'avait déjà, mais on nous le demande de plus en plus. On a besoin d'avoir une adresse mail, et on a besoin d'avoir un téléphone assez sophistiqué, ce qui n'est pas non plus dans la possibilité de tous les foyers, à la fois pour des raisons financières et à la fois pour des raisons de formation, parce que on apprend à lire, on apprend à écrire, on n'apprend pas à se servir d'un outil numérique.
Et je pense qu'aujourd'hui, si on a un effort à faire, c'est un effort de compréhension, c'est un effort de formation au numérique. On doit avoir aujourd'hui finalement des cours, des formations. Ça se fait de plus en plus. Jean-Michel Blanquer, au niveau de l'éducation nationale, a mis en place un passeport numérique, justement, pour que dès le collège et au lycée ensuite, en approfondissement, on puisse comprendre comment ça fonctionne, comment ça marche, quels sont les dangers, et qu'on puisse effectivement avoir de ce point de vue-là une compréhension de ce qui se passe derrière l'écran, à qui vont nos données, comment elles sont stockées, où elles sont stockées, quelles sont les entreprises qui sont les grands acteurs du numérique. Je pense que c'est comme tous nouveaux outils, il y a un temps d'adaptation et on est un peu dans le Far West encore. On utilise notre téléphone de manière un peu automatique, mais voilà, on est encore dans une étape de transition. Et les jeunes on pourrait penser qu'ils sont plus accoutumés à utiliser ce type d'outils que nous, finalement ils l'utilisent au quotidien pour aller sur des applications très ludiques, sur les réseaux sociaux, ils savent très bien faire. Mais j'étais juste avant les fêtes à Pôle emploi, et quand il s'agit de faire des démarches de recherche d'emploi par exemple, eh bien c'est plus compliqué, parce que ça fait appel à d'autres savoirs. Ça fait appel justement à des compréhensions que ces applications n'ont pas été conçues pour vous donner. Parce que ces applications, elles sont là pour être extrêmement simples, que vous puissiez les utiliser quasiment sans formation. Et c'est une approche différente. Et je pense que ce que j'essaie de faire dans les travaux qu'on essaie de conduire à l'Assemblée, c'est d'essayer justement de faire en sorte qu'on ait une nouvelle grammaire du numérique, comme je dis, et qu'on soit capable de faire comprendre à quoi sert l'outil, comment il fonctionne, et puis de quelle manière, évidemment, on peut, et là c'est le rôle de parlementaire, on a énormément d'entreprises sur notre territoire qui ont des vrais savoir-faire, des vraies compétences, comment aussi on peut favoriser, en termes de souveraineté numérique, les solutions françaises par rapport aux solutions étrangères. On n'a pas oublié un peu le service public, parce qu'on doit rendre un service au public, et finalement les gens, on les laisse se débrouiller tout seuls. Moi je suis allé faire des déclarations, chercher des renseignements à la préfecture, oui. On m'a dit aller sur Internet. Exactement. De moment, Internet, ça passe pas. Arriver devant Internet, on nous demande un code qu'on n'a pas. Bien sûr. Et puis moi, je suis encore jeune, mais j'ai des personnes autour de moi qui ont 70 ans. C'est du chinois pour eux. Ces gens-là, honnêtement, on les a abandonnés. Justement. Il y a aujourd'hui une forme d'illettrisme, c'est-à-dire que ça s'est développé. C'est tout à fait vrai. On demande aux gens d'utiliser des outils, on leur a jamais expliqué comment ça marchait. Voilà. Et on leur demande de le faire. Et je pense que c'était une erreur qui a été longue. Parce que, évidemment, c'est facile. Pendant que vous êtes chez vous, évidemment, vous n'êtes pas à un guichet, donc c'est du temps qui est libéré pour d'autres tâches. Et on a tendance à vous dire, allez sur Internet, vous verrez, c'est très bien expliqué. Alors souvent, c'est très bien expliqué. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que on n'est pas accompagné pour faire des démarches. Les gens qui avaient déjà des difficultés à remplir des formalités administratives, et je suis le premier concerné parce que on est quand même un pays qui est en capacité de produire des formulaires assez exceptionnels, et franchement, je pense pas être le plus en retard, mais parfois ça m'interroge quand même quels sont les esprits pervers qui rédigent ces textes que nous on a voté d'ailleurs et pour lequel on n'avait pas forcément imaginé la déclinaison. Pour prendre un exemple sur la directive sanitaire là, sur la vaccination, nous on a voté un texte et derrière on a des circulaires de 45 pages et on se demande un peu comment on en arrive à ce point de complexité, alors que l'intention initiale n'était pas celle-là. Et je pense que les actions qui sont menées par Cédrico, le secrétaire d'État au numérique, qui visent justement deux choses. Rapprocher le numérique du territoire. Parce que vous dire, allez sur une plateforme .fr quelconque et remplissez votre formalité, ça ne marche pas. Il faut que les gens ils puissent avoir un relais sur leur ville, sur leur commune, avec une administration, que ce soit une mairie, que ce soit une administration comme Pôle emploi, que ce soit, quel que soit l'organisme public, ou privé d'ailleurs, parce qu'on peut avoir aussi des échanges avec EDF, avec d'autres prestataires. Dès lors qu'on a une entreprise de taille importante qui rend une mission de service public, il faut qu'il y ait un accompagnement sur le territoire, parce qu'il faut que les personnes puissent se déplacer à un endroit. Et la deuxième chose que souhaite faire Cédrico, c'est qu'on ouvre des maisons de service au public, justement, des maisons France Service, dans lesquelles il n'y ait pas seulement des ordinateurs, mais qu'il y ait aussi des personnes qui puissent vous accompagner, des tiers de confiance, qui soient formés, qui soient accrédités, parce qu'on ne fait pas confiance comme ça spontanément pour donner ses données de santé, notamment, pour donner ses données d'impôt, bancaires, parce que, non pas qu'on ait peur de les donner, mais parce que
c'est des données qui sont importantes, qui sont personnelles, et on n'a pas envie de les confier à n'importe qui. Et donc, je pense que la bonne volonté ne suffit pas. On a besoin d'avoir des professionnels. Et donc, dans la loi de finances qu'on a votée cette année, on a voté justement le recrutement de 5000 agents pour pouvoir faire ce travail-là, en accompagnement des services de la ville, de la CPAM, des différents organismes. Je pense aussi, et là je vais le dire, c'est aussi une manière pour les collectivités locales de se re-questionner sur l'intérêt qu'elles ont aujourd'hui pour leurs concitoyens. La mission ? Pardon ? Leur mission ? Oui, quelles sont leurs missions aujourd'hui ? Quelles sont les nouvelles missions que l'évolution de l'économie, que l'évolution de la vie tout court oblige à prendre en compte ? De ce point de vue-là, la ville de Saint-Étienne, parce que je suis élu de Saint-Étienne, donc j'essaie de regarder ce qui se fait, et je ne suis pas toujours dans la critique, c'est parfois ce qu'on me reproche d'ailleurs, c'est d'être un peu complaisant avec le maire. Bon, on y reviendra. J'ai l'occasion de lui dire ce que je pense quand je le vois, mais on ne peut pas non plus être dans une logique manichéenne, et parfois, quand les choses sont positives, elles le sont. Et que ce soit au niveau de la STAS pour la gestion des titres de transport, l'évolution du service aujourd'hui Saint-Étienne Bonjour va dans le bon sens, parce que les gens ont besoin de retrouver de l'humain. On leur a dit qu'avec leur téléphone ou leur ordinateur, ils allaient pouvoir se connecter au monde entier. Parfois, ce qui les intéresse, c'est de se connecter simplement à leur mairie, à leur service de proximité. Et je crois que c'est bien aussi qu'on puisse leur le rendre. Et donc, je pense que le rôle des collectivités, c'est peut-être de mettre plus d'agents sur ces fonctions-là. Il y en a peut-être moins besoin en arrière-plan pour traiter les dossiers, parce que le numérique, ça permet aussi d'automatiser un certain nombre de tâches. Et ça fait partie aussi de la capacité de management d'aujourd'hui, pour employer un mot anglais, mais simplement de gestion de ressources humaines. C'est de mettre en phase les bonnes compétences avec les besoins qui sont les besoins nouveaux qu'on a aujourd'hui dans notre société. Alors un autre sujet très important, et encore plus avec le climat actuel, puisqu'il y a pas mal de magasins qui sont fermés, des restaurants, le commerce donc qui souffre énormément, il y a beaucoup de fermetures d'enseignes en centre-ville, les centres-villes se vident. Est-ce que le député a des solutions, et doit-on changer aussi, j'ai vu que vous en parliez aussi sur votre site, le fonctionnement des soldes ? Oui, j'avais tenu à saisir le Premier ministre par rapport à ça. J'étais pas le seul, hein. Et effectivement, il en a convenu, et lui-même, il a rappelé, d'ailleurs, le président de la République l'a dit dans son intervention il y a quelques jours, il faut remettre un peu de bon sens. Alors, je fais attention au mot bon sens, hein, parce que c'est... On n'a pas tous le même bon sens. Voilà, on n'a pas tous le même. Mais pourtant, parfois, quand même, quand ça paraît évident à tout le monde, il faut aussi en tenir compte. Et aujourd'hui, on le sait bien, l'évolution, justement, de la vente en ligne, les différentes ventes privées qu'on a, on reçoit tous des coupons, des machins, des mails, des SMS pour nous dire voilà, il y a vente privée. Il faudrait peut-être faire une loi là aussi, parce qu'on est voilà, submergé. On en a déjà fait une, mais il y a un problème. L'accès d'ailleurs aux données, c'est un vrai sujet, parce que on reçoit plein de choses, on n'a pas forcément sollicité tout ce qu'on reçoit. Ouais. Mais c'est vrai que sur les soldes, pour prendre cet exemple, objectivement aujourd'hui ça ne veut plus dire grand-chose, parce qu'il y a des soldes en permanence. Alors on appelle ça des démarques, on appelle ça des promotions, on appelle ça comme on veut. Il y a même des villages entiers où on a des produits moins chers. On a parfois des soldes qui sont déguisés. C'est pas. On a vu par le passé que certains magasins de déstockage d'usines finalement fabriquaient spécifiquement pour les soldes, avec des produits qui n'étaient pas de la même qualité que ceux qui étaient vendus toute l'année. Donc il y a beaucoup d'hypocrisie dans ce domaine-là. On contourne les lois finalement. Ça reste un terme marketing qui est utilisé. Et puis malheureusement, c'est un fait. Hein, on ne peut pas non plus ne pas le faire, parce que je ne jetterai pas la pierre, parce que je le fais moi-même. Ça m'arrive d'aller sur les réseaux de vente en ligne, hein, donc je ne veux pas critiquer les gens qui le font. Mais ces réseaux, ils vendent tout le temps, hein, jour et nuit, samedi, dimanche et jour férié. Donc de toute manière, les soldes, ils se feront d'une manière ou d'une autre si on n'a pas l'intelligence de réfléchir autrement. Et donc je pense qu'aujourd'hui, effectivement, moi j'avais demandé à ce qu'on allonge la période des soldes, c'était une évidence, parce qu'avec le confinement, il fallait permettre aux commerçants qui ont constitué des stocks, parce que la réalité c'est ça, c'est qu'on a beaucoup de commerçants, en plus on n'avait pas de saison. Tant mieux, on en a un peu, donc les vêtements d'hiver vont se vendre, mais on est aussi frappé par des problématiques climatiques. Je parle des vêtements pour prendre un exemple concret. On a des saisons qui sont moins marquées qu'avant, donc évidemment les soldes, par nature, quand on déstocke des vêtements d'été qui font encore beau 2 mois après, au mois d'octobre, les commerçants se disent j'aurais peut-être pu les vendre un peu plus longtemps. Donc je pense que ça doit être repensé.
ça doit être repensé avec les fédérations professionnelles, parce que là encore, j'ai pas non plus d'avis définitif. Je pense que c'est les professionnels du commerce non sédentaire, du commerce de proximité, qui doivent évidemment du commerce de centre-ville. Je discute beaucoup avec Francis Palombi de la Fédération du commerce de centre-ville, parce que justement, il y a des particularités différentes selon qu'on est en milieu rural, selon qu'on est en milieu urbain comme nous, très dense. Et je pense qu'on doit vraiment, en tout cas de ce point de vue-là, changer d'attitude, parce que ça n'a plus vraiment de sens aujourd'hui. Un mot aussi sur tout ce qui se passe actuellement avec le Covid, la culture fermée, les restaurants, les bars fermés. Est-ce que vous avez des infos? Est-ce qu'on a des solutions? Moi, je vais juste donner mon avis. Je me disais finalement, si on ouvrait tout avec des vraies lois, des vraies règles, ouais, et qu'on ferme ceux qui ne les respectent pas, est-ce que ça équilibrerait pas un petit peu? Ou alors je suis dans l'utopie? Non, ça aurait pu être une bonne option dans un pays qui serait parfait et où les gens respecteraient la loi. On est en France, et malheureusement, on l'a vu encore pour Noël, il y a encore des gens que ça ne dérange pas de se réunir à 2000 dans des granges pour faire la fête. Donc malheureusement, tant que les gens ne seront pas plus responsables que cela, on sera obligé d'avoir des contraintes. Et moi, je défends le fait de prendre des mesures de restriction de liberté. Ça peut paraître aberrant. Ces mesures sont contrôlées par le Parlement. On ne les prend pas pour se faire plaisir, on les prend pour une durée limitée. Mais je pense qu'à un moment, il faut pouvoir effectivement encadrer la propagation de ce virus. Moi, ce qui m'importe, c'est que d'ici quelques mois, on puisse passer à autre chose. Et si on a des crises successives, des vagues successives pendant des mois et des mois, l'économie va être tellement déstabilisée. Les Français vont être vraiment déstabilisés, parce que au-delà des problèmes économiques, des problèmes financiers, on commence à avoir énormément de problèmes psychologiques. Parce que quand je suis allé à l'hôpital, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait des gens de plus en plus jeunes aujourd'hui qui viennent. Parce que les dépressions, quand on est étudiant, qu'on ne sait pas ce qu'on va devenir déjà professionnellement, qu'on ne sait pas à quel moment on va pouvoir passer ses examens, qu'on ne sait pas rentrer chez soi. Moi, j'ai accueilli au mois d'octobre des étudiants parce qu'ils n'avaient plus d'avion pour rentrer chez eux. Donc ça crée aussi au sein d'une population qui est très jeune et à un âge où normalement on n'a pas ce type de préoccupation, des sujets de stress et de tension qui conduisent à des vraies problématiques psychologiques. Et donc ça, il faut qu'on en ait conscience. Et c'est aussi pour ça que je défends ces mesures, même si elles ne sont pas populaires, parce que la vie politique, c'est aussi faire ce qu'on pense faire en responsabilité. C'est pas forcément vouloir être populaire pour être populaire. Parce que voilà, les chansons populaires, ça passe un an après, 2 ans après, on a oublié. Par contre, les problèmes, eux, ils ne passent pas. Donc, je pense qu'il faut faire... Les modes se démodent. Et les lois se démodent aussi. Et je pense qu'il faut essayer de faire ce qu'on pense juste. Alors ça paraît un peu banal de le dire comme ça, mais en la matière, sur les aspects de santé publique, effectivement, il y a des dégâts. Et moi, je suis extrêmement attentif. J'ai fait le tour encore vendredi dernier d'un certain nombre de commerces, notamment des bars-restaurants, des discothèques. Je pense aussi aux discothèques parce que c'est des lieux qui sont particulièrement impactés, parce que eux, c'est la triple peine. Ils peuvent ouvrir pour rien et ils n'ont aucune visibilité sur leurs moyens leurs moyens de réouverture. Et évidemment, c'est des activités de loisirs, donc en termes de morale pour les gens, c'est aussi une problématique à gérer. Pour les cafés et restaurants de ceux que j'ai rencontrés, pour l'instant ça va, pour l'instant, parce qu'on a mis en sorte, entre les prêts garantis par l'État, les fonds de solidarité, le chômage partiel, de ce point de vue-là, ils reconnaissent qu'on est quand même un pays qui a fait plus que d'autres, voire même beaucoup plus que d'autres. Tout à fait. Le problème, moi, ce qui m'inquiète vraiment pour eux, c'est évidemment la date du 20 janvier. C'est une évidence, c'est prendre les gens pour des imbéciles de leur faire croire que ça va réouvrir le 20 janvier. Je ne sais pas ce qu'a annoncé Alain Griset aujourd'hui, mais moi je pense qu'il faudra attendre le printemps pour qu'on ait une lisibilité plus grande. Et jusqu'au printemps, il ne se passera rien tant qu'on n'aura pas fait plus de vaccination et qu'on n'aura pas une population qui soit, de ce point de vue-là, plus sécurisée. D'ailleurs, j'avais fait une proposition à Olivier Véran, c'était de conditionner justement la vaccination et que les gens aient un avantage à le faire pour les motiver encore plus. Et en leur disant, finalement, on vous a demandé de télécharger une application, on vous a demandé de vérifier sur l'application Tous Anti-Covid si vous n'êtes pas positif, et bien au moins,
Si vous faites vacciner, ça vous permet d'accéder à des services, d'aller au cinéma, d'aller dans les restaurants, d'aller en discothèque, une sorte de passeport vaccinal, de passeport santé. Et je pense que ça serait un plus, parce que les gens accepteraient d'autant plus la contrainte qu'ils auraient en face de cette contrainte un avantage réel. Je pense que les restaurateurs avec qui j'en ai parlé sont évidemment prêts, parce qu'eux, ils demandent qu'à réouvrir, hein, ils ne veulent pas vivre d'aide. C'est pas une profession qui a l'habitude de se sentir assisté. Certains ont même plutôt des scrupules à les demander parce que c'est pas leur culture. Et ce qu'ils veulent, c'est pouvoir travailler. Donc moi, je souhaite qu'on puisse faire avancer cette idée pour qu'on puisse réouvrir dès que possible les restaurants, les cinémas. J'avoue que la mesure m'a un peu... Je suis solidaire, mais là, je l'ai pas comprise parce que les discothèques, je comprends, il ne faut pas se masquer la réalité, on ne va pas en discothèque pour jouer au bridge. Par contre, dans les cinémas, en général, une fois qu'on est assis, ou au théâtre, pour aller voir un spectacle, si on respecte la distanciation entre les places, si les gens respectent l'ordre de sortie, l'ordre d'arrivée, les règles sanitaires, le port du masque, je pense qu'il faudra vraiment que sérieusement, à partir du 20 janvier, ou en tout cas, dès que ce sera possible, on permet de réouvrir ce type d'établissement, que ce soit les théâtres ou les cinémas, parce que les gens en ont besoin. Je pense que la culture, ça fait aussi partie de la vie. Une vie sans culture, on peut éventuellement imaginer une vie sans discothèque, une vie sans restaurant, mais très franchement, on peut pas demander aux gens l'impossible, on peut pas leur demander d'être confinés pendant 1 an et ne pas quand même leur donner quelques raisons d'espérer, et notamment à ceux qui sont effectivement les plus en difficulté, de pouvoir aller au moins au cinéma, de pouvoir au moins rencontrer de ce point de vue-là un imaginaire, se projeter dans quelque chose de positif. Ça me paraît assez indispensable que assez rapidement on réouvre au moins ces lieux culturels. On change de sujet, je vous ai vu sur les réseaux en photo en Arménie. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la situation du Haut-Karabakh? J'avoue que moi aussi en tant que citoyen, je n'ai pas toutes Bien sûr. Les cordes et j'ai pas tout compris. Qu'est-ce qui se passe et comment vous avez apporté votre soutien? Alors moi je suis vice-président du groupe d'amitié avec l'Arménie et l'Assemblée nationale. J'ai toujours été très sensible à l'avenir de l'Arménie parce que d'une manière générale, je suis aussi très attaché à la culture que ça représente dans la population française. On a énormément de Français d'origine arménienne qui ont apporté énormément sur le plan, on parlait de culture évidemment, dans le cinéma, dans le théâtre, dans la musique. Je ne citerai pas de nom, mais chacun les retrouvera. Et je pense qu'on a beaucoup d'affinités. C'est un peuple qui a été victime du premier génocide de l'histoire. Il ne faut jamais l'oublier. L'histoire, il faut la surmonter, mais pour la surmonter, il faut que tout le monde l'accepte. Et malheureusement, en Arménie, par rapport à l'Azerbaïdjan, par rapport au soutien de l'Azerbaïdjan, cette histoire n'est pas acceptée par une partie des belligérants. Et tant que ce problème, à mon avis, de la reconnaissance du génocide arménien ne sera pas tranché, on n'aura pas réussi de manière durable à affronter cette réalité. Et aujourd'hui, on a malheureusement, pour des raisons aussi politiques, parce que nous ne voyons pas partout des raisons religieuses, il y a aussi des raisons d'influence politique. La Turquie souhaite étendre sa sphère d'influence dans cette région du monde, et c'est un argument comme un autre de montrer, alors que M. Erdogan a quelques difficultés en politique intérieure, c'est une manière de montrer aussi ses muscles sur la scène internationale, à peu de frais, parce qu'évidemment, entre la Turquie et l'Arménie, et a fortiori entre l'Azerbaïdjan et le Haut-Karabakh, il y a une telle asymétrie de ce point de vue-là, à la fois en hommes, en ressources et en moyens financiers, que c'était une guerre qui était facilement gagnable par l'Azerbaïdjan. Moi, ce qui me pose problème dans cette histoire-là, c'est que c'est un conflit qui remonte effectivement à très longtemps, puisque le découpage de l'Azerbaïdjan, finalement, et de l'Arménie et du Haut-Karabakh, finalement, ça remonte à Staline, ça remonte aux années 20, et puis, bien évidemment, ça remonte ensuite à la dislocation de l'Union des républiques socialistes, donc de l'URSS, et on finit finalement par, après la chute du mur de Berlin en 89, l'indépendance de l'Arménie, années 90-91, tous les pays du bloc de l'Est, finalement, ont retrouvé leur indépendance. Mais cette histoire n'est pas digérée encore. Et aujourd'hui, on vit encore, malheureusement, dans ces luttes d'influence entre grandes puissances, évidemment, la Russie, les États-Unis, sur le dos de pays qui sont forcément inféodés à l'un ou l'autre des camps pour des raisons historiques, pour des raisons économiques, et puis des pays comme l'Azerbaïdjan qui profitent de l'opportunité pour conquérir des territoires
qu'elle estime être les leurs, évidemment, et d'un point de vue de la cartographie communiste, oui, c'était les leurs. D'un point de vue de l'histoire millénaire de l'implantation beaucoup plus ancestrale, c'est évidemment beaucoup moins évident, mais la politique a repris ses droits. Moi, j'y suis allé parce que malheureusement, une guerre, il peut y avoir un gagnant, il peut y avoir un perdant. Le problème, c'est que dans cette guerre, il y a l'utilisation d'armes de destruction massive, l'usage de drones, l'usage d'armes à sous-munitions. Moi, j'ai visité des hôpitaux, j'ai vu des crimes de guerre, et je pense qu'à un moment, la communauté internationale, d'ailleurs, si ce pays n'était pas si petit, et si ce pays avait si peu de ressources, si ce pays avait du pétrole, si ce pays avait du gaz, évidemment, la face du monde en a été changée pour reprendre une formule, et le monde s'y intéresserait. Le monde s'en désintéresse, l'Europe s'en désintéresse. La France a marqué son intérêt, mais la France toute seule ne peut pas non plus régler un conflit avec la Russie, les États-Unis, la Turquie, dans des conditions difficiles. Moi, c'est un combat que je continue à porter avec beaucoup de collègues de l'Assemblée, de toute sensibilité politique d'ailleurs, parce que ce qui est défendu là, c'est des valeurs universelles. C'est pas le bien contre le mal de manière basique. C'est simplement dans quel type de société on a envie de vivre aujourd'hui. Est-ce qu'on a envie de vivre dans une société démocratique, qui a des élections, où il y a de la complexité, ou est-ce qu'on a envie de vivre dans une dictature où on a un dirigeant depuis 40 ans avec des passages de témoins, de père en fils. Moi, c'est pas mon modèle politique. On va revenir à la politique locale et même régionale. 2 élections auront lieu au mois de juin, donc les départementales et les élections régionales, qui, d'après ce qu'on a tous compris, elles vont être décalées du mois de mars au mois de juin. Comment La République En Marche prépare cette échéance dans la Loire ? Alors, effectivement, en tant que juriste, mais je vous réponds en tant que membre de la commission des lois de l'Assemblée, le texte de loi arrive chez nous cette semaine, donc on aura effectivement un projet de loi pour repousser le calendrier électoral. C'était assez évident parce qu'on n'allait pas faire d'élection au mois de mars. Le mois de juin nous semble encore accessible. Le débat à l'Assemblée aura lieu d'ici 15 jours et nous verrons s'il y a un consensus, parce que je souhaite qu'il y ait un consensus par rapport à ça, pour que le calendrier de ces élections soit arrêté d'un commun accord. Qu'on ne revive pas un peu le mélodrame du mois de mars pour les municipales. C'était une erreur, ces élections municipales au mois de mars ? Non, finalement non. On n'aurait pas dû les repousser de 3 mois ? Finalement non, puisqu'on a vu que ça s'est passé correctement et que les inquiétudes étaient, d'un point de vue sanitaire, étaient satisfaisantes. D'un point de vue politique, ça m'interroge plus. D'un point de vue politique, ça m'interroge plus parce il y a tellement peu de votants. Parce que l'abstention, finalement, d'une certaine manière, n'est jamais bonne en démocratie. Quand on est élu avec aussi peu de voix, quelle que soit l'élection, effectivement, ça paraît difficile. Après, c'est vrai pour tout le monde. Donc, je pense qu'à un moment, ceux qui trouvent que c'est pas bien, finalement, n'ont pas bénéficié non plus de cet avantage d'avoir moins de participants. Donc, il y a une forme d'équité qui était en place. Mais d'une manière générale, quand on est démocrate, on souhaite qu'il y ait le maximum de votants. Donc, de ce point de vue-là, c'est certainement une lacune. Je pense qu'on avait le choix entre des inconvénients. On ne savait pas non plus ce qu'on ferait en juin. Franchement, personne n'était à l'époque capable d'imaginer comment la situation allait évoluer. On a imaginé, et on a bien fait, que sur le mois de mars, en tout cas, il y avait suffisamment d'accalmie pour pouvoir organiser sereinement l'élection. La campagne a pu se faire. La question se pose pour les élections départementales et régionales, parce que c'est pas non plus très satisfaisant d'imaginer qu'on va faire une campagne que sur les réseaux sociaux et sur des visioconférences ou à la télé ou à la radio. D'autant que dans la Loire, c'est un vrai sujet. Dans la Loire, on a l'impression et puis même en Rhône-Alpes, que tout est joué déjà, puisqu'on nous donne déjà les résultats. On est dans la République des sondages, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de se déplacer, on reste chez soi, puisque de toute manière, tous les matins, on nous donne un sondage pour nous dire ce qu'on doit penser. Moi, c'est quelque chose qui me gêne beaucoup, parce que je pense que la négation, la force de conviction, la capacité justement à renverser un peu la table, ça fait partie du débat politique, et certainement pas le fait de s'asseoir sur des sondages en disant, voilà ce que les Français pensent, donc moi j'ai pas d'avis, et même à la limite celui qui est contre les sondages serait contre les Français. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il faut sortir de ce schéma-là. C'est un schéma qui est mortifère, qui nous entraîne vers le populisme, parce que justement les populistes s'assoient sur les pensées supposées des Français. Et je pense que le courage politique, et je parlais de réformisme, c'est parfois de faire aussi ce qui n'est pas forcément populaire, parce qu'on pense que c'est utile au pays. Et donc je pense que pour les élections, c'est pareil. Faire une élection sans faire des campagnes, quelque part, c'est un peu des élections amoindries. Donc j'espère que le calendrier qu'on retiendra et que le mois de juin permettra de faire ces campagnes dans des conditions correctes.
les campagnes départementales sont quand même très différentes de la campagne régionale. Les campagnes départementales sur les cantons, sont quand même des campagnes de proximité, donc on a quand même plus l'opportunité de voir les électeurs. La campagne régionale, aujourd'hui, maintenant, vu la taille de la région, c'est une mini-campagne présidentielle. On a 9 millions d'habitants, on imagine bien que les candidats ne vont pas passer leur temps à faire tous les villages de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est une manière un peu différente, c'est une campagne qui se fera beaucoup plus par les médias, donc qui sera beaucoup moins impactée finalement par la crise sanitaire. Mais pour répondre à votre question, parce que je vois bien que vous impatientez, donc la République En Marche effectivement se prépare. Je ne suis pas en charge de ça. Mon collègue David Koffer, qui est responsable du mouvement dans la Loire, est en charge de la campagne régionale, et mon collègue Julien Borowitz, qui est député de Montbrison, est en charge de l'organisation pour la campagne départementale. Donc c'est à eux qu'il incombe de réfléchir à la feuille de route et à la stratégie à mettre en place pour qu'En Marche fasse bonne figure cette fois-ci à des élections locales. Je pense que c'est un élément important parce qu'on est aussi attendu sur les élections locales. Je pense qu'on est un mouvement qui est né du national, qui est né du numérique d'une certaine manière, mais qui, pour l'instant, a des difficultés à exister au niveau local. Et je pense que c'est l'un des enjeux, l'un des défis à affronter dans ces élections qui arrivent. Je suis pas inquiet, je sais qu'ils y travaillent. Moi, en tant que député, j'apporterai ma pierre, mais les Stéphanois m'ont élu pour faire mon job à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on a des noms déjà pour les candidatures? Est-ce qu'il y a déjà des noms qui sont déclarés, des noms qui ont été validés, ou elle est encore dans la réflexion? Non, pour l'instant, il n'y a pas de nom. Il y a simplement, nous, en tant que députés, bon, les gens me connaissent évidemment. J'ai des gens qui se sont manifestés pour être candidats. Donc, on a des candidats ce qui est une bonne chose. On a des adhérents qui ont envie d'être candidats, donc c'est une très bonne chose. La démocratie, ça fonctionne comme ça. Il faut que des gens soient candidats aux élections, et puis les gens trancheront ensuite. Mais pour l'instant, bien sûr que non, c'est trop tôt. Je pense d'ailleurs que c'est pas le sujet. Très franchement, aujourd'hui, la préoccupation de tout le monde, des sortants d'ailleurs, parce que moi, de ce point de vue-là, je critique pas de ce point de vue-là ce que fait le président du département de la Loire. Le président Wauquiez essaie de faire ce qu'il peut aussi. Ils ont à gérer cette crise. Et comme je le disais tout à l'heure, d'une manière générale, quand les gens sont en responsabilité de quelque chose, moi je serai toujours le premier à les aider dès lors que j'estime que ce qu'ils font va dans le sens de l'intérêt général. Donc de ce point de vue-là, à nous de faire campagne sur un programme. Parce que je pense que la politique, c'est d'abord ça. C'est pas des hommes, c'est pas de savoir si on est. C'est des hommes qui portent un programme et pas un homme qui porte rien du tout. Et je pense que c'est pas la peine d'avoir une voiture si on sait pas où on va. C'est un peu pareil. La politique, c'est pas la peine de déambuler dans les rues ou sur les plateaux de télévision pour raconter un peu n'importe quoi qu'on pense être ce que pensent les gens. Non, il faut réfléchir, il faut travailler, il faut identifier quels sont les besoins, quels sont les manques, et à partir de ça, élaborer un programme. Et moi, j'ai toujours cru à ça. Et c'est pour ça que j'ai cru à Macron, d'ailleurs. C'est pas parce qu'il est sympa ou qu'il a une belle gueule, c'est pas ça. C'est parce qu'il a aussi une capacité à produire une doctrine politique, à être en capacité de faire des propositions. Et je pense que c'est ça que les gens attendent. Si on veut réconcilier les Français avec la politique, c'est aussi en leur parlant de politique. Et ça, c'est le rôle de la campagne qu'on aura à conduire. Qu'est-ce qu'on a à proposer, à opposer à Laurent Wauquiez, puisque c'est lui qui est sortant. Si c'est le cas, qu'est-ce qu'on aura à proposer ou à opposer à Georges Ziegler? C'est comme ça que j'entends les choses. On reviendra au municipal après, mais juste, je reviens sur La République En Marche. Comment il se porte le parti dans la Loire? Quelles sont ses forces? Et comment en est aussi ce mouvement de jeunesse? On a beaucoup parlé de réseau. On voit pas mal de jeunes de La République En Marche sur les réseaux. Comment ça se passe? Il y a beaucoup de monde. Est-ce qu'il y a des avis divergents? On est tous dans la même ligne. Comment ça se passe au niveau de la Loire? C'est ni le Politburo ni l'auberge espagnole pour prendre les deux extrêmes. Donc j'ai bien visionné. C'est des gens qui sont venus justement parce qu'on faisait plutôt appel à l'intelligence, donc ce qui est pas. Ah, c'est pour ça que j'ai Donc j'essaie de garder cette ligne de conduite. Et donc les gens qui sont pas d'accord, moi, c'est des gens qui peuvent m'enrichir potentiellement. J'essaie de voir le côté positif
positif des choses, dès lors que c'est argumenté, évidemment, et que c'est fondé sur un raisonnement. S'opposer pour s'opposer, ça n'a jamais eu beaucoup de sens. Par contre, affronter des arguments politiques différents, c'est l'intérêt. C'est pour ça que je fais de la politique depuis longtemps, c'est parce que c'est ce débat-là qui m'intéresse. Et donc ce qui m'intéresse chez les militants d'En Marche, c'est que justement, ils ont des cultures très différentes, parce que certains viennent plutôt de la gauche, d'autres de la droite, d'autres n'avaient pas forcément eu d'engagement politique avant. Ils avaient eu des engagements associatifs ou dans la vie professionnelle, mais pas syndicale, mais pas forcément dans la vie politique. Et donc ils ont des regards aussi neufs, et parfois ils nous déstabilisent et nous remettent en cause, parce que leur réalité professionnelle, leur réalité de vie en tant que citoyen, et pas forcément sur les modèles que les partis pourraient vouloir leur imposer. Donc c'est ce qui fait la richesse du débat. Aujourd'hui, on a un peu plus de 2000 adhérents dans le département. C'est vrai que les adhésions d'En Marche, dans la mesure où c'est gratuit, je reconnais que ce chiffre-là, je ne vais pas vous dire que c'est le Saint Graal. On a aussi beaucoup de difficultés parce que dans la période, on est malheureusement obligé de faire que des visioconférences. Ça aide pas vraiment à structurer un mouvement, parce qu'à un moment, on a aussi besoin de se voir, d'avoir des moments de convivialité. On avait réussi à l'avoir avant l'été avec un rassemblement qu'on avait fait à Vauchette. C'était sympa parce que bon, c'est aussi ça la politique, c'est aussi avoir des moments de vie commune qui soient un peu déconnectés de la pression et des enjeux, simplement pour passer du temps et puis se connaître, parce que ça fait aussi partie des enjeux. Et donc je pense de ce travail-là, mais évidemment, la crise Covid nous empêche de le faire, comme pour beaucoup d'autres organisations, comme pour beaucoup d'autres associations. On essaie de maintenir le lien avec des réunions qu'on fait de manière en n'ayant pas le fameux présentiel, comme on dit, en distanciel, en visio. Mais bon, voilà, c'est la complexité d'organiser un mouvement politique dans la période et de gérer. Bon, on a beaucoup d'outils, effectivement, pour échanger. On essaie d'avoir des questionnaires, de leur demander leur avis. On a des mails, on a des échanges par réseaux sociaux, oui, bien sûr, mais c'est pas seulement l'objectif. Et puis, effectivement, on a la chance d'être un des rares partis qui aujourd'hui, je le dis avec un peu de fierté et peut-être un peu d'immodestie, mais on a vraiment un parti de jeunesse qui fonctionne avec des jeunes qui ne sont pas les bénis oui-oui des adultes, qui ont aussi leur réflexion, leur centre d'intérêt et parfois qui sont les aiguillons aussi de la génération que je représente, qui est un peu la génération intermédiaire et qui a besoin d'être un peu challengée aussi par une vision du monde et de la société différente. Donc c'est une des chances de notre mouvement, c'est d'avoir des jeunes qui ont adhéré, qui demeurent militants et qui ont peut-être même plus cette fibre militante d'ailleurs que des gens plus raisonnables, qui ont une vision plus, on va dire, pour le coup, plus balancée de la politique, qui sont moins militants, moins actifs, qui ont du mal à s'investir sur le terrain de manière plus classique. Et donc, voilà, c'est un peu la chance qu'on a. Trouver cet équilibre, c'est pas tout le temps facile, mais il vaut mieux gérer la complexité que la pénurie. Deux dernières questions pour terminer. La première, sur quel thème le député Jean-Michel Miss va-t-il se mobiliser à l'Assemblée nationale dans les prochaines semaines? Alors, le député, il est mobilisé sur un thème en ce moment. Alors je l'ai amené là parce que bon, j'étais en train de travailler dessus tout à l'heure, c'est le projet de loi sur les principes de la République. C'est quelque chose qui m'interroge et qui me motive pour mon action dans les semaines qui viennent. Et d'ailleurs, j'ai lancé une invitation à l'ensemble d'ailleurs des cultes de Saint-Étienne, quels qu'ils soient, et évidemment également à ceux qui ne sont pas croyants, parce que la loi de 1905, c'est la liberté de croire, mais c'est aussi la liberté de ne pas croire. Il y a des gens qui ont des orientations philosophiques, pas forcément d'orientation spirituelle au sens plus classique du terme. Donc j'ai demandé, et j'ai déjà quelques rendez-vous prévus, donc notamment avec Monseigneur Bataille, l'évêque de Saint-Étienne, les représentants du culte musulman de la grande mosquée Mohamed VI, d'autres lieux et d'autres sensibilités de ce point de vue-là. J'ai également lancé des invitations aux forces syndicales, à un certain nombre d'acteurs associatifs comme la Libre Pensée, la LICRA, la Ligue des droits de l'homme, enfin les gens qui, d'une certaine manière, ont une légitimité un petit peu plus forte que d'autres à évoquer les enjeux liés à cette loi de 1905. Parce que je pense qu'aujourd'hui, notre pays et notre ville n'y échappe pas, doit réfléchir à la manière dont on entend la République,
la manière dont on entend la laïcité et la manière dont on souhaite défendre les principes de cette République. Et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement fondamental, parce qu'un pays qui n'a pas de réflexion et qui n'a pas de socle sur la manière dont il se comprend et dont il se projette a peu de chances de trouver un avenir en commun. Et je pense qu'on a besoin d'avoir un avenir en commun dans le respect des diversités de chacun, mais en respectant ce creuset républicain qui a toujours été l'esprit de la République, l'esprit de la France. Et moi, je ne suis pas dans un creuset inclusif, parce que je pense qu'on a souvent été dans une logique de dire il faut intégrer les gens, il faut les intégrer. Mais les intégrer, ça veut dire les intégrer avec leurs différences. Alors que le projet de la République, c'est justement un projet inclusif, un projet où on devient d'abord citoyen de la République avant d'être chrétien, musulman, que sais-je encore. On est avant tout français. Mais avant tout français. Et ce qui nous rassemble, c'est d'abord la République, c'est d'abord la France. Et je pense que ça doit être réaffirmé. Et donc voilà, pour répondre à votre question, c'est l'inclusion républicaine, non pas l'addition de différences, mais simplement ce qui fait bien commun, ce qui fait aujourd'hui être français et ce qui fait être fier d'être français. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Comment vous expliquez la déroute des municipales 2020? Et dans cette question-là, j'en ai une autre aussi. Comment le député En Marche donne un peu son aval au maire sortant qui est LR et qui tape constamment sur le président de la République dont vous êtes dans sa majorité. J'avoue qu'on a toujours du mal un peu à suivre ce débat-là. Oui, je déplore l'ingratitude du maire de Saint-Étienne qui effectivement... je pense d'ailleurs que c'est une erreur. Il commet une erreur. Je rappelle pour l'anecdote, j'ai été banni des communiqués de la mairie de Saint-Étienne parce que j'étais présent à une réunion d'En Marche où j'étais simplement venu voir M. Gagnère pour qu'il vienne faire une émission de radio. Comme quoi, c'est compliqué la politique. Voilà, qui aime bien châtie bien, mais vous avez été un peu trop châtié là, je pense. Peut-être que les choses se normalisent. Je pense qu'il est jamais bon d'ailleurs d'une manière générale. Et vous le noterez, je pense que de ce point de vue-là, je n'ai jamais émis quelconque commentaire sur la manière dont la presse pouvait traiter ou ne pas traiter mes avis, parce que je pense que s'il y a quelque chose d'indépendant dans la République, c'est bien l'indépendance justement des corps qui la constituent, et la presse en fait partie. Donc voilà, je suis très heureux de vous accueillir ici en tout cas. Non, et pour répondre à votre question, oui, je pense qu'il a tort, parce que le maire pour moi c'est un rassembleur, c'est quelqu'un qui doit agréger et qui doit tenir compte de la diversité de points de vue et d'opinions. Et il y a des gens comme moi qui, au niveau des élections locales, lui ont porté son soutien et l'ont soutenu et l'ont fait publiquement, parce que quand on est élu comme moi, quand on est parlementaire, je pense que c'est la moindre des corrections vis-à-vis de mes propres électeurs, c'est de le faire publiquement, parce que on peut toujours avoir un avis en privé. Les avis en privé, ça fait plaisir, mais c'est pas ça qui fait un message politique. Et si j'ai fait ce choix-là, c'est justement parce que je pense que, au-delà des différences qu'on peut avoir par rapport au projet municipal, et je reviens là au projet encore une fois, je me sentais plus proche des orientations qu'il soutenait. Et je me suis dit, d'une manière assez simple, si je devais être candidat moi-même à une élection municipale, et je vous cache pas que pour avoir été adjoint au maire, et donc avoir ce type de réflexion, de savoir comment on pouvait construire un programme municipal, je me suis interrogé de manière assez, j'espère, assez lucide, et je me suis dit finalement, sur une très grande partie de ce qui est aujourd'hui l'action politique de la municipalité de Saint-Étienne, j'ai pas d'avis très différent. J'ai soutenu d'ailleurs la plupart des projets qui ont été les projets du mandat que vient de réaliser Gaël Perdriau. Et donc j'ai pas d'état d'âme, et n'ayant pas changé d'avis, j'ai pas d'état d'âme à l'assumer. Et donc je me disais finalement, en dehors de posture personnelle, de ne pas aimer ou d'aimer quelqu'un, de ne pas aimer dans son équipe quelqu'un qui me déplairait, qu'est-ce que j'ai fondamentalement à lui reprocher qui ferait que je ne lui accorderais pas ma confiance au deuxième tour des élections? Parce qu'au premier tour, j'ai quand même soutenu le candidat de notre camp, même si, effectivement, il y a beaucoup de difficultés dans cette campagne. J'avais eu, parce que je suis quelqu'un de loyal, et quand il y a un candidat qui vient de mon camp, je le défends. Mais ensuite, au deuxième tour, effectivement, il y avait deux choix politiques assez clairs, d'ailleurs, assez simples, et ne pas prendre position, c'était finalement une forme de lâcheté, parce qu'en politique, il y a trois attitudes. J'ai jamais voté abstention à l'Assemblée nationale. On m'a élu, on m'a fait confiance pour prendre position. Soit je suis pour, soit je suis contre.
Le jour où je considérais que je m'abstiens, il faudrait que je fasse autre chose. Ça veut dire que quelque part, mon engagement n'est pas suffisamment ancré dans la conviction de défendre les Stéphanois. Et donc, pour ces élections municipales, j'ai fait le choix de défendre Gaël Perdriau, sans contrepartie, hein, parce que l'avenir n'appartient qu'à ceux qui le vivront, et on verra comment les choses seront vécues dans les années qui viennent. J'ai pensé simplement que par rapport à la question qui était posée, il me paraissait normal de le soutenir, je l'ai fait publiquement, et voilà. Et la déroute de En Marche, aussi bien à Roanne, aussi bien dans les autres villes et à Saint-Étienne, comment on l'explique? Mauvaise campagne, mauvaise personne, mauvaise conjoncture, comment on l'explique? Non, parce que ce serait trop facile. Ça pourrait être le cas si ponctuellement tel ou tel candidat n'était pas à niveau. Ce qui peut arriver, on peut présenter des candidats qui pensent savoir faire, qui pensent bien faire, et qui malheureusement n'ont pas les compétences, n'ont pas le savoir-faire, ne résistent pas à la pression, parce qu'une campagne électorale, c'est aussi des coups, il faut accepter d'en prendre quand on fait de la politique, sinon il faut faire autre chose. Et je pense que de ce point de vue-là, tout le monde n'est pas armé pour subir la pression, pour, comme je le disais tout à l'heure, également être capable de le gérer de manière privée. Donc ça, c'est un autre sujet, mais ça, pour moi, ça rentre aussi en ligne de compte. Et donc, de ce point de vue-là, non, les gens n'ont pas démérité, puisqu'on a eu des candidats, de très bons candidats, qui ont fait quasiment le même score dans d'autres villes. Donc c'est pas le sujet. Je pense que simplement la séquence électorale fait que dans la période, les gens préféraient faire confiance aux maires sortants pour gérer la crise. Et donc il y a une prime au sortant qui est évidente. Et on le voit d'ailleurs même dans la Loire, si on regarde attentivement, quelles que soient les couleurs politiques des élus en place. Franchement, en dehors d'une ou deux listes où il y avait vraiment des équipes un peu bancales et qui ont été battues, je citerai pas de nom pour pas être désagréable, mais globalement, la plupart des équipes municipales ont été reconduites. Que ce soit M. Favergeon qui est France Insoumise, ou M. Perdriau qui est LR, ou la maire de Madame Graille, la maire de la Talaudière qui est socialiste, tout le monde a été reconduit assez largement. Donc je pense qu'il y avait une tendance naturelle qui était liée à la crise que nous traversons. Et puis ensuite, il y a effectivement ce problème d'ancrage local de cette formation politique auquel j'appartiens, et qui doit faire son travail. On ne crée pas, on s'enracine pas comme ça en un an, en 2 ans, en 3 ans. Il faut du temps, il faut de l'abnégation. Il faut accepter de perdre. Je pense que dans la vie, d'une manière générale, si on veut progresser, je dis pas qu'il faut y prendre goût, mais il faut aussi accepter la défaite. Il faut accepter de perdre. On apprend toujours de son échec et repartir de l'avant. Et je pense que c'est ça qui fait aussi la force des partis qui ont plus d'historique que nous, c'est qu'ils ont été capables de faire le dos rond, et parfois de rebondir, et parfois de conserver leur ville, voire d'en gagner. Et je pense que ça fait aussi partie de la vie politique, et il faut le faire avec un peu de lucidité. Jean-Michel Mis, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, même si c'est nous qui nous déplaçons chez vous, c'est vous qui nous recevez. On vous souhaite encore une fois une belle année 2021, en espérant que tout ira bien, niveau santé, niveau professionnel, niveau tout ce que vous voulez, du bonheur, parce qu'on a envie de donner du bonheur. Quand on était malade pendant un mois du Covid, on a envie de donner du bonheur à tout le monde, et on oublie un petit peu toutes les bêtises qu'on a pu dire ou faire dans le passé. Je pense qu'il faut faire justement la part des choses. La part des choses. Et essayer d'être positif. On a la chance d'être dans un pays qui est formidable. On a une ville qui est dynamique, qui a beaucoup de diversité. On a beaucoup de choses à construire. Et je pense qu'il faut arrêter d'avoir un peu le nez dans le guidon, de faire preuve de morosité. Évidemment que c'est difficile, évidemment que c'est compliqué, mais je pense que quand même, on arrive à avoir des points d'espérance aujourd'hui. Il faut à nous de nous en saisir et d'être capable d'avancer de manière collective. Merci beaucoup en tout cas, et j'ai envie de dire longue vie à ITW, qui est un nouveau média qui va essayer de s'implanter sur la région avec de nouveaux interviews et des nouveaux reportages. Et au passage, on dit aussi meilleurs vœux à Vincent Bach qui fait un travail énorme derrière la caméra. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne chance. Et à très bientôt. Merci.